Donc, on passe au deuxième segment qui est la partie des tendances. Là, on a parlé un peu de l'histoire, on a parlé de qu'est-ce qui est venu en premier, en deuxième, qu'est-ce qui les a inspirés, mais il y a des concepts derrière. Moi, j'adore un peu la partie ergonomie. Il y a, dans le développement du design d'interface graphique, il y a tout un pan d'études qui est l'ergonomie, qui veut étudier l'espèce de notion d'être humain, interface machine, comment on peut les mettre les deux en relation. Puis un des grands courants qui a comme guidé le développement des premières interfaces, c'est un mot que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qu'on appelle le skeuomorphisme. Ça te dit-tu de quoi, pantoute? Alors, le pantoute. skeuomorphisme, c'est une tendance à, quand on développe le design d'un objet, de, de le calquer le plus possiblement sur quelque chose du réel, de façon à ce que l'humain ait moins de difficultés. Donc, l'expérience de l'humain face à la machine, ce qu'on a fini par appeler le UX, le User Experience, donc l'expérience de l'utilisateur, soit la plus en plus facilitée parce que on évoque des concepts de base. Et c'est ce qui a en Et passant éjecté Score for Stall de Apple quand dans iOS, ils forçaient euh, les, euh, les applications avec le skeuomorphisme, par exemple, le carnet d'adresse, c'était comme en cuir avec les coutures, puis quand tu rouvrais, donc il poussait beaucoup pour le skeuomorphisme sont dans allés très l'approche. loin. Et ça lui a coûté son poste à un moment donné, il s'est fait éjecter. Là. Alors, puis là, tu sais, on va parler de je vais juste reculer, on va parler de néomorphisme, de glassmorphisme, d'inclusive design, tous des courants ou des grandes lignes qui ont guidé les tendances dans le design. Fait que, tu sais, si on regarde le skeuomorphisme, c'est comme je disais, c'est qu'on a utilisé des concepts qui étaient très près de la réalité de nos jours. Donc, quand on parlait d'un bureau, d'un desktop, l'image que Job avait ou que, tu sais, qu'on avait à l'époque, c'est la fameuse bibliothèque dans laquelle on mettait des livres à l'intérieur, puis le bureau, notre pupitre était notre surface de travail. Donc, on a essayé d'y aller avec des concepts qui étaient déjà naturels pour l'être humain, d'où l'idée de quand tu avais fini quelque chose, ben, la logique, c'est de le prendre puis de le jeter à la poubelle, d'où le développement de la fameuse icône de recycle bin ou de panier corbeille. Et dans les développements des fenêtres, des boutons, on avait poussé ça plus loin, tu sais, comme le fameux lumière de rue, les lumières de trafic, le rouge, jaune et vert, qui, au niveau humain, est tellement ancré que, tu sais, rouge, arrête, jaune, fais attention, vert, go for it. Ben, dans l'ouverture des fenêtres, Steve Jobs avait utilisé cette espèce de code-là. Donc, rouge, fermé, stop, jaune, ça réduit. C'est pas nécessairement ce que tu veux, mais c'est comme une pause. Puis le vert, c'est go for it, on ouvre en grand, on y va. Fait que c'était des concepts qui étaient abordables pour l'homme de tous les jours, puis qui n'avaient pas besoin d'une formation. Tu vois une poubelle, j'ai une poubelle, mon cerveau fait le concept, ça doit être pour jeter quelque chose, et ça allait bien. Donc, c'est ce que basé le Scrum Office. Et on a poussé ça à l'extrême en disant, ben, écoute, on va faire des fichiers. Vous vous rappelez quand je vous disais tantôt l'espèce de feuille avec le coin coupé? Ben, un fichier va être une feuille avec un coin coupé. Un dossier dans lequel va avoir plusieurs fichiers, un peu comme dans la vie de tous les jours, une secrétaire ou whatever, mettait plusieurs feuilles dans un petit dossier jaune, ben, on représentait le dossier comme étant, et c'est encore le cas de nos jours avec une petite bordure, un onglet. D'ailleurs, c'est ce qui a fait inspirer aussi le développement des onglets dans les navigateurs qu'on utilise encore. Et ça a poussé la création d'un paquet d'icônes. Vous voyez, on a les icônes d'ordinateur qui représentent un élément de serveur ou quelque chose du genre. Un disque dur, le format, le dessin d'un disque dur quand on veut aller sur un disque. On a eu un paquet d'icônes qui ont été créées. La disquette qui voulait dire sauvegarder, les ciseaux pour couper, coller, ces choses-là. Donc, tous les concepts qu'on utilise dans la vie de tous les jours, de nos jours, viennent de cette première ébauche-là qui était basée sur des recherches qui étaient faites pas juste au niveau du développement d'aiguilles, mais un peu partout dans le design, dans lequel on voulait à l'époque
pour faciliter le tout, rendre l'interface le plus près possible de ce que l'humain ferait. Donc, même les téléviseurs qu'on développait, les boutons qu'il y avait sur la télé étaient basés sur une idée du skeuomorphisme dans le sens de, ben, si on fait tourner les choses, c'est plus facile à comprendre que si... Fait que tout ça est développé un peu dans cette espèce d'esprit-là. Ensuite, on fait un bond, on a vu tous les développements. Apple arrive avec son développement d'Aqua, qui est, pour l'époque, saprement en avance. Beaucoup trop en avance, à mon sens, parce que la plupart des gens n'étaient pas là, mais pas du tout. Non, non, non. Donc, un souci très, très développé pour le côté arrondi des boutons, un début de 3D. Donc, on cherche à donner une dimensionnalité dans la fenêtre. Et on veut que la personne qui travaille sur quelque chose comprenne un peu comme sur un bureau, une feuille, qui ait de l'ombre en dessous, de façon à ce qu'on sache qu'on est en train d'utiliser cette partie-là, qu'elle est au-dessus, qu'elle est en avant, qu'elle est priorisée. Avant cette époque-là, les choses sont pas mal égales. Il n'y a pas de définition de avant, arrière, début. Et là, on commence à avoir un souci pour vraiment détacher les choses, ajouter une forme de dimensionnalité, de priorisation dans ce qu'on fait qui n'était pas très, très présent encore dans les interfaces à l'époque. Windows arrive avec son Luna, se détache carrément d'Apple en disant nous, on va y aller plus grand public. On voit déjà un côté qui est resté collé à Apple très très longtemps. Apple était les développeurs, les designers, les créateurs, les gens, les visionnaires, les gens qui, tu sais, les grandes entreprises qui développaient des choses, il y avait une vision. Windows voulait, lui, la motte, la talle du grand public, du mononcle, de la madame. Et on voit que le Windows, il y a une espèce de souci, excuse-moi, j'ai les cheveux dans la face. Un souci d'attirer l'œil du public, donc des couleurs très vives, le gazon, le vert, les oranges. Et on essaie de ne pas aller où ce que Apple va avec les boutons arrondis. On y va quand même très sobrement. Il y avait une volonté de se différencier là, grandement là, au niveau de l'interface. J'avais un problème. Oui, c'est beau. Donc, 2007-2010, le skeuomorphisme meurt. On a fini de le mettre en Dieu unique et on commence tranquillement, pas vite, 2010-2007, vous savez, naît la folie du mobile. Oui. Et c'est une division qui commence pour... Tu sais, avant le mobile, on a l'informatique, c'est tout. Et là, le mobile amène une autre vision complètement différente de l'Internet, de l'utilisation du monde. Et on a un côté jeune qui se développe, on a une jeunesse qui adopte ces produits-là parce que c'est très tendance. Et on commence à se détacher parce que pour un jeune de l'époque, une disquette, ça commence à vouloir rien dire. Et il y a un paquet d'icônes qu'on utilise qui font pas sens, qui sont là depuis très longtemps, mais qui fait que l'objectif premier du skeuomorphisme, c'est de se coller le plus près possible de la réalité actuelle. Et on commence à avoir un très fort clivage entre le premier utilisateur qui arrive, qui n'a pas connu tout le développement des PC, et que lui n'arrive pas à l'utiliser parce qu'il n'y a pas tout ce background-là, qui à l'époque était simple, mais on n'a pas su adapter. On commence à adopter le flat design, qui est inspiré des typographies suisses. Donc, c'est une tendance en design qui était surtout utilisée dans le domaine publicitaire en 69, mais ça a été utilisé après longtemps, dans lequel on utilisait de l'écriture ou peu importe, sans aucune distinction de 3D ou de forme, ces choses-là. C'est très, très... les couleurs sont très mêlées avec le fond autour. On n'a pas de outline, donc on n'a pas de contour autour des objets. La couleur 1, la couleur 2 est collée, puis c'est tout. Donc, on est dans la simplicité totale. Et les OS commencent à s'inspirer de cette simplicité-là. Fait que, vous vous rappelez, on avait vu la 3D commencer à apparaître dans les icônes d'Apple, de Windows, beaucoup de couleurs, beaucoup de début de 3D, début de reflets vitreux. Et on se dit,
on efface tout, on recommence à zéro, on revient à l'essentiel. Et c'est là que le design va tomber un peu partout dans le côté flat. Là, on est dans Windows 8, le Metro Design qui a été hyper décrié, que le monde a chialé leur vie. Il faut dire que l'humain était probablement pas prêt pour cette espèce de saut-là. On a des icônes qui sont flat, pas de définition, pas de 3D, propre, un icône blanc, quelque chose de bien simple. On a Apple aussi qui s'en va là-dedans, qui, de manière un peu moins évidente que Windows, il garde encore ses couleurs, ses icônes, mais cherche quand même à aplatir son design, à être on avait un petit côté un peu plus frais. Donc, on essaie de se rapprocher, puis ce courant-là s'en allait tranquillement, pas vite, vers ce qu'on appelle le néomorphisme, mais on n'est pas là. Alors, on a Google qui nous arrive à peu près à la même époque. On est autour de 2014, 2016, le Material Design, donc toujours dans l'inspiration, flat, simple, carré, pas d'effet, pas de luminosité, pas d'ombre, rien de compliqué. Puis vous remarquerez qu'à peu près tout était partout de même. On regardait les publicités dans la rue, les publicités à la télé avaient ce look-là, le flat design. Et en 2019, naît le début du néomorphisme, qui est une tendance qui a des belles promesses, mais qui, malgré tout, répond pas super bien à certains enjeux. Donc, on voit ici qu'on a une volonté de jouer avec vraiment la profondeur des boutons, les objets, d'avoir un effet qui est presque tactile, dans le sens qu'on veut amener le sens à comprendre plus loin. C'est comme un skeuomorphisme évolué, dans le sens qu'on lui rajoute une couche de plus. Le désavantage du néomorphisme, ce qui fait qu'il n'est pas hyper actualisé en ce moment, c'est que très peu de contraste entre les éléments. Donc, pour les gens qui ont des problèmes de vision, les gens qui ont de la difficulté avec certaines interfaces, ça s'adapte moins bien. C'est quelque chose aussi qui est un peu moins adaptable quand on a énormément de contenu dans un OS, dans une page, ces choses-là. Ce qui fait que cette tendance-là qui est sortie en 2019 reste présente. On la voit dans le développement de certaines parties d'interface, mais elle est un peu morte malgré tout. Et parallèlement à ça, Windows 11, en fait, vous vous rappelez un peu dans Vista avec les fenêtres qu'on appelle le glass morphisme. Oui. On a un retour de ça cette année, un peu partout dans toutes les interfaces, dans lequel on laisse sous-entendre l'arrière-plan dans le design. Donc, on voit le tracé de l'arrière-plan du background, tout est vitreux, puis on a un flou, c'est plus flou, mais on le voit, c'est ça. On le voit, puis on a une espèce de mix de toutes les tendances, c'est-à-dire on a un côté flat design, on a un côté un peu skeuomorphisme dans lequel on rappelle des icônes. On est en train de faire un melting pot de tout ça, et c'est ce qui nous amène, on est, vous comprenez, en ce moment, dans une phase, une tendance où on est en perte d'identité. On a pas mal exploré, pas mal tous les courants possibles, les façons de développer. Vous avez remarqué que tous les OS commencent à se ressembler. En design, on dit qu'un objet atteint son maximum, son pic de design, quand on peut plus l'améliorer. Il est proche de la perfection. Donc, au niveau de l'ergonomie, ben, à peu près tous les OS ont un menu. Le menu peut être en haut, le menu peut être en bas, mais on a un menu central dans lequel on développe et on a tous nos programmes, que ce soit sur Android, iOS, Mac, name it, on a ce foutu menu-là et il est à peu près au même endroit. On a un menu pour les paramètres qui peut s'appeler réglage, paramètres et autres détails dans lequel on contient à peu près les mêmes logiques, les réglages Internet, les réglages imprimantes, ainsi de suite. Donc, on a une convergence des OS, du design, de la forme. On a exploré à peu près toutes les tendances de comment on peut afficher les choses. Et là, on se cherche, on ne sait pas trop, ce qui fait que on trouve de plus en plus, depuis 1 an ou 2, des interfaces ou des gens qui nous sortent des interfaces en disant j'ai une petite déception, j'ai l'impression que
je m'attendais à mieux, je m'attendais à plus grand, je m'attendais à plus. C'est normal, ne vous en faites pas. C'est parce qu'on approche le moment où il va y avoir une prochaine explosion, un autre moment dans le développement de l'histoire. Et peut-être qu'un de ces autres moments-là va être, c'est encore du glassmorphisme qui est plus à l'époque. Peut-être que le prochain moment, qui est la grosse tendance actuellement, c'est le design inclusif. Et quand je parle de design inclusif, c'est, vous savez, on a développé des sites web, des applications qu'on appelle responsive, donc des applications que, peu importe la façon qu'on la dimensionne, les menus se repositionnent et l'information se repositionne de la bonne façon, peu importe la taille. On va plus loin que ça dans le design inclusif. On inclut diverses portions de la population. Donc, on y va, les personnes âgées. Les personnes âgées ne pensent pas de la même façon qu'un jeune. Donc, elle ne veut pas aborder une interface de la même façon. Donc, on pense dans les prochains OS, dans les prochains designs, avoir des OS qui sont très inclusifs de façon à tu indiques ton âge et tout de suite, on va pouvoir te présenter une interface qui te comprend un peu plus. Puis là, je dis personnes âgées, mais ça peut être des personnes à mobilité réduite, des Oh, personnes oui, qui oui. voient moins bien, troubles auditifs, ainsi de suite, les jeunes enfants. Donc, on s'en va là. Donc, puis tu sais, tu te rappelles, j'avais parlé, il y a une semaine ou deux, qu'on avait comme une espèce de démocratisation de la mode, un peu tout, là. Peut-être que l'avenir, on s'en va vers une espèce de démocratisation d'OS qui va être le plus près possible de l'organisation que moi j'ai. Donc, moi, j'ai une organisation, j'ai une façon de penser dans ma tête, d'organiser mes choses. Est-ce que mon OS pourrait me représenter? Je pense que la prochaine révolution en termes d'OS, en termes de façon de faire les choses, on va s'en aller vers un monde très, excusez-moi le terme, widgetisé, donc Ouais. dans lequel tout Compartimenté. compartimenté, organisé, empilé, placé dans un ordre, dans un univers 3D. On le voit, puis là, je fais un aparté. Moi, j'utilise depuis quelque temps le fameux métavers de Facebook qui s'appelle Meta, dans lequel on a un casque de réalité virtuelle. Et quand on met le casque de réalité virtuelle pour entrer dans le monde de Meta, on rentre dans notre maison. Donc, j'ai une maison avec 3 étages, un salon, une cuisine. J'ai une espèce de grand patio à l'extérieur avec les bâtiments au loin, avec mon pot à feu. J'ai mon petit coin extérieur, barbecue, mon frigidaire, ma salle d'amusement avec mes choses. Alors, j'ai un espace 3D, vous vous rappelez le skeuomorphisme. Donc, j'ai mon espace dans lequel j'organise et je peux déposer des jeux, des choses à des différents endroits dans cette organisation-là. Donc, et là, j'émets complètement une hypothèse futuriste. Est-ce que on s'en va pas vers une espèce de minority report dans lequel l'OS va être complètement pété 3D, dans lequel on organise les choses dans un univers? Je ne sais pas, mais qui sait, l'avenir nous apprend de nouvelles choses. Fait que c'est un peu le tour que je voulais faire avec ça, Patrice. Moi, ce qui me fascine, c'est le nombre de personnes dans ces compagnies-là qui doivent réfléchir, tester des concepts euh, avant de dire hey, c'est comme ça qu'on va développer. Là. Oui, il y a beaucoup Euh, de gens qui pensent en arrière de ça. c'est ça. Ça a l'air garoché de même à la dernière minute, mais ça ne l'est absolument pas. Et j'imagine que dans plusieurs cas, il y a une vision, c'est pas juste la prochaine version, c'est vers où on va dans la tendance. Fait que peut-être Mhm. que dans certains cas, on va y aller par étapes pour pas trop brusquer Oui, parce l'utilisateur. qu'on a on a des milestones, tu sais, je le disais tantôt, les widgets sont présents dans à peu près tous les OS. On l'a dans ton iPhone, dans Android, ces choses-là. Mais ils sont sous-utilisés, sous-utiles aussi, parce qu'ils sont difficiles à utiliser, ces choses-là. Donc, tu sais, si on s'en va dans un univers dans lequel on va se widgetiser, dans lequel on va organiser nos informations un peu comme on le souhaite, à l'endroit qu'on le souhaite, il va falloir penser, tu sais, le milestone de OK, mais il va falloir que ça soit efficace, que ce soit. Fait que, tu sais, on a déjà quelques jalons qui peuvent être tracés, qui, d'après moi, au niveau des gens qui développent, là, sont déjà OK, ben, on doit être capable de faire ça, on n'est pas là, puis, tu sais. Effectivement. Donc, je trouve que c'est. Moi, j'ai tout le temps sous-estimé l'effort de ce côté-là, mais en voyant l'évolution, je me dis, OK, finalement,
les équipes sont peut-être plus grosses qu'on pense. Là. Puis, tu sais, ultimement, Patrice, l'objectif un peu, puis là, je vais aller dans la philosophie, l'homme a tendance à extérioriser sous forme d'invention une particularité qu'il a ou qu'il est capable de faire à l'extérieur de lui avant de la réintérioriser éventuellement. Donc, forcément, plus on va aller, plus on va comprendre sur notre cerveau, sur la pensée, sur comment on s'organise dans notre tête, ben, plus on va se rapprocher du côté naturel de comment on fonctionne à l'intérieur, puis probablement que les OS futurs vont être très, très près de notre méthodologie de pensée. Effectivement. Lié à ces histoires-là de design et de GUI, il y a une petite anecdote qui est vraiment drôle, qui est les carrés ou les rectangles aux coins arrondis. On se demande d'où ça vient, surtout en informatique, mais lors de la création du premier Mac en 81 environ, je pense que c'était en 81, l'équipe qui développait le premier Mac avait réussi à faire développer sur l'ordinateur Lisa la capacité de dessiner rapidement différentes formes géométriques, donc des carrés, des ovales, des ronds, des rectangles, et ça se faisait à une vitesse phénoménale pour le temps, compte tenu du processeur qu'ils avaient. Et la difficulté qu'ils avaient à ce moment-là, c'était que le processeur utilisé n'avait pas de décimales. Donc, tout était en entier en termes de calcul. Et ils avaient trouvé une façon de pouvoir faire des racines carrées pour faire des cercles en utilisant des entiers que tu additionnais. Donc, sans vouloir rentrer dans le détail. Façon Là, de truquer la mathématique, ouais. C'est fort. Là. Oh, c'est très fort. Fait que, tout ça pour dire que la personne en charge de ce projet-là, de faire du graphisme et de faire ces formes-là, a présenté son projet à Steve Jobs. Et la première question qu'il a posée, c'est: es-tu capable de faire des rectangles avec des coins arrondis? Et là, le gars l'a regardé et a dit: pas vraiment. Mais il dit Dehors! Mais il dit parce que c'est vraiment important, des rectangles à coins arrondis. Je le sais, mais c'est pas simple. Là. On n'a pas de décimale. Il faut être capable de non seulement faire une forme qui est un rectangle, mais aussi de savoir qu'à certains moments donnés, il faut y aller avec des parties de cercle ou d'ovale en fonction de ce qu'il en était. Et Steve Jobs était pas mal insistant en disant il faut avoir des rectangles au coin arrondis. Ce que j'ai Alors, lu, il y tenait en tabarnouche. oui, c'est ça. Au point où la discussion, sans s'envenimer, le ton a monté et il a pris le développeur avec lui et il a dit: viens-t'en avec moi. Et là, il a commencé à faire le tour du quadrilatère où étaient les bureaux de cette équipe-là. Et à chaque fois qu'il voyait une forme de coin arrondi, il lui montrait. Les trottoirs, les coins de rue, Les c'était tout arrondi. trottoirs, les stops, les panneaux de signalisation, name it, il commence à y montrer partout où il y a des formes avec des coins arrondis. Et là, le développeur, à un moment donné, était tellement tanné, il a dit: regarde, c'est beau, j'ai compris, c'est nécessaire. Alors, ce qu'il a décidé de faire, c'est de c'est de retourner chez eux comme il faisait d'habitude. Et le lendemain, il est arrivé avec le gros sourire. Et il y avait des rectangles avec des coins arrondis. Mais Steve Jobs était hyper influencé par le skeuomorphisme. Hein? C'était un adepte complètement fou. Puis, petit aparté, je ne mets pas ça pour rien, mais tu sais, les gens ont souvent chialé que les produits Apple étaient chers, que ça coûtait plus, que ces choses-là. Mais dans le développement d'un produit Apple, pour ça, puis là, tu sais, moi, j'étais pas fan, OK? Mais je savais reconnaître qu'un produit Apple avait quelque chose de plus, en plus de l'utilité, de la façon qu'il fonctionne. Tu sais, l'équipe qui design la souris va mettre autant de temps dans le développement du câble de la souris qui en a mis à développer le logiciel derrière, et à un point tel que quand tu vas mettre ta main sur la souris ou quand tu vas toucher au câble
ou quand tu vas venir pour brancher ton câble dans l'ordinateur, tu vis une expérience tactile. Tu as un feeling. Tu mets ta main sur la souris et tu fais comme oh wow, c'est bien doux ça. Oh wow, ça a un poids, on dirait une roche, on dirait mon clic. Mon Dieu, que c'est le fun, ce petit bruit-là. Tous ces petits détails-là qui vous semblent complètement anodins étaient et ont toujours été pensés, développés, voulus. Les gens qui développaient des PC, des appareils, eux autres, il n'y avait pas ce souci-là. Ils se Non, non, concentraient non. sur la machine, la fonction, puis après ça, on prenait une boîte de pizza, on mettait tout dedans, on vissait, plastique par-dessus, merci, bonsoir. On n'avait pas le souci du design. On a tranquillement, pas vite, on commence à le voir de plus en plus dans le développement des appareils. D'ailleurs, les routeurs commencent à avoir un design, alors que Oui, oui. jusqu'à là, 2-3 ans, c'était une espèce de bébite avec des antennes, un alien sur un bureau. Et là, on s'est dit, ben, ça pourrait être joli, un routeur, ça pourrait être beau, ça pourrait être le fun à prendre dans ta main, ça pourrait être. Il y a une tendance, tranquillement, pas vite. On commence à comprendre que derrière l'espèce de volonté d'Apple, oui, le produit est cher, mais le bouton Enter, il y a une équipe qui a passé 22 heures dessus. C'est ça, c'est ça. Puis la forme, le toucher, le froid, tout ça. Puis ça me rappelle des souvenirs. Je travaillais pour une grande firme de consultation à Montréal sur des gros mandats. Et on nous avait donné un laptop Windows dans le temps et c'était le fameux ThinkPad d'IBM avant qu'ils vendent à Lenovo en Chine. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui se rappellent, bon, C'était celui l'ordinateur avec était l'espèce d'affaire noir. rouge dans le milieu, là. Oui, c'est ça, mais il était noir, tu sais. Il était noir mat comparé à Dell ou à d'autres, à Mhm. Toshiba. Bon, il y avait d'autres fabricants qui faisaient. Lui, il était noir mat, mais la texture du plastique était vraiment spéciale. C'était pas du plastique flat qui, au bout de 1 an ou 2 ans, commençait à perdre son lustre parce que tu y touchais. Là. Il y avait vraiment quelque chose de spécial avec cet ordinateur-là, qui était aussi plus pesant là, que la moyenne. Donc, j'imagine que les composantes étaient de meilleure qualité. On le voyait parce que ça brisait beaucoup moins que du Dell ou d'autres compagnies. Ce n'était pas le même prix. Mais c'était assez fascinant là, que on n'avait pas la même expérience. Pourtant, on avait le même Windows là, sur tous les ordinateurs. On avait accès aux mêmes serveurs, aux mêmes informations, mais il y avait quelque chose de spécial avec cet ordinateur-là qui était aussi rapide qu'un autre, mais c'était une question de feeling, de Exact. sens là, par rapport. Et quand je parlais de design inclusif à la fin, c'était aussi ça qu'on veut faire. Parce que, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, on a commencé à développer des interfaces haptiques. Et quand je parle d'haptique, je parle d'écran dans lequel on peut avoir des renfoncements qui sortent de l'écran de manière à provoquer un relief réel dans l'écran. Donc, plus ça va aller, plus on va vouloir, via nos 5 sens, aller nous chercher donc dans le développement des sons, dans le développement du toucher, de toutes ces choses-là. Et c'est logique. T'sais. Fait que forcément, l'individu qui va prendre l'objet, qui est dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, et qui va être agréablement surpris par l'effet sonore, par la luminosité, par le toucher de l'écran, et tout de suite, il va être conquis alors que on n'est même pas dans la fonctionnalité, l'appareil n'est pas encore allumé. Là. Effectivement. Ça, il y a Oh, oui, quelqu'un oui. qui commence à le comprendre. Il commence à avoir des compagnies qui catchent ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est un aspect non négligeable. On le voit aussi sur les mobiles, les téléphones mobiles ou sur les tablettes. Là. Il y a une relation entre l'humain et cette machine-là et le fait que c'est fait de certains matériaux, que c'est fait d'une certaine façon, ça va aussi carrément influencer notre expérience et notre satisfaction ou non-satisfaction. Là. Mhm. C'est comme les autos, c'est comme à peu près n'importe quel objet là, qui peut nous interpeller, certains plus, d'autres moins. Ça dépend comment on est Mhm. réceptif à ça aussi. Là. Yes. Donc, hey, c'était vraiment intéressant, hein, Yes. ce segment-là. Ce qui est le fun, c'est qu'on apprend des choses. Même nous, il ne faut pas penser des fois qu'on connaît tout déjà au premier passage. Des fois, ben, oui, le sujet nous intéresse, on en connaît un peu, puis en creusant, ben, nous-mêmes, on apprend des choses. Puis c'est un petit peu ça le but là, de nos streams. Là. C'est de jaser de technologie, mais pas juste de la nouvelle. Là. C'est de parler un peu de l'évolution. Puis le design est aussi un aspect de ce côté-là. Là.